Et si quelqu'un que vous voyez tous les jours portait un secret capable de changer le destin d'une famille entière? En 1947, dans la ville tranquille d'Angers, un photographe itinérant prit une simple photo de famille devant une maison en pierre. Rien d'extraordinaire. Un père, une mère, 2 enfants et un oncle discret dans l'ombre de la porte. Mais derrière ce sourire figé, se cachait un amour interdit, enfoui depuis plus de 17 ans. Des décennies plus tard, quand la vérité fut enfin dite, elle bouleversa tout ce qu'on croyait savoir sur le devoir, la loyauté et le prix du silence. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de notre propre réalité, une histoire sur la frontière fragile entre l'amour et l'honneur. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un j'aime si vous aimez les récits humains qui touchent le cœur, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un miroir de ce que nous sommes capables de taire, par amour. Cette photographie de 1947 cache un secret que personne dans le village d'Angers n'aurait pu deviner. L'homme à l'arrière, dans l'ombre de la porte, les mains croisées derrière le dos comme s'il se forçait à ne toucher à rien, porte un poids que même sa propre famille ignore. Louis Delaunay, 42 ans, célibataire, gérant discret de l'épicerie familiale. Mais ce que cette posture garde vraiment, c'est un amour silencieux qui dure depuis 17 ans. Un amour pour Hélène, la femme de son frère Henri. Pour comprendre comment un homme peut aimer en silence pendant presque 2 décennies, il faut revenir en 1930, quand la France traverse la crise qui détruit 40% des petits commerçants du pays. Louis et Henri Delaunay sont fils d'un cheminot sévère, qui rentre chaque soir avec les mains noires de graisse et le regard durci par l'épuisement. Henri, l'aîné de 27 ans, pragmatique, travaille depuis l'adolescence. Louis, 25 ans, est celui qui rêve d'étudier, de lire, de sortir de ce cercle étouffant de la classe ouvrière provinciale. C'est au comptoir de la boulangerie qu'il rencontre Hélène. Elle a 22 ans, fille du boulanger Moreau, douce, intelligente, mais prisonnière d'une réalité cruelle. Les registres commerciaux d'Angers entre 1930 et 1960 confirment que les familles de commerçants mariaient leurs filles pour consolider des alliances économiques. Jamais par romance incertaine. Hélène n'a pas le luxe de choisir par amour. Elle doit épouser la sécurité. Louis la voit en premier. Il parle de livres pendant qu'elle emballe le pain, de cinéma, de cette musique jazz qui scandalise les curés. Il y a des regards qui durent 1 seconde de trop, des demi-phrases qui restent suspendues dans l'air chaud de la boutique. Ce fil invisible que les deux feignent de ne pas voir. Hélène rit quand Louis raconte des histoires, ses yeux brillant d'une façon qu'elle ne contrôle pas. Mais c'est Henri qui la demande en mariage. Il peut offrir ce que Louis ne peut pas. Une épicerie modeste mais en expansion, un nom stable, un avenir sans risque. En cette France de province où divorcer signifie le scandale terminal, Hélène sait qu'elle n'a qu'une chance. Son père le lui rappelle chaque soir. Quand elle dit oui à Henri, Louis sent le sol disparaître sous ses pieds. Ce soir-là, Louis rentre chez lui et s'enferme dans sa chambre. Il écrit dans un cahier les mots qu'il ne dira jamais. Puis il brûle les pages une par une dans le poêle. C'est le premier rituel d'autopunition d'une longue série. Les diaires d'époque conservés au musée de la vie quotidienne de Lyon documentent des dizaines d'amours réprimés similaires, des hommes qui ont choisi le silence plutôt que la destruction familiale. Louis prend une décision qui le marquera pour toujours. Il ne sera pas l'homme qui vole au frère sa seule chance d'ascension sociale. Il tue l'impulsion avant qu'elle ne devienne acte. Le jour du mariage, en 1935, il aide à décorer l'église Sainte-Croix. Il est le témoin. Il sourit sur les photos. Il serre la main de son frère. Il embrasse la joue d'Hélène et sent ses propres mains trembler comme si elles touchaient du feu. Puis il rentre seul dans sa petite chambre au-dessus de l'épicerie et passe la nuit à compter mentalement les sacs de farine pour ne pas penser. Les années passent. Louis vit avec eux. Il gère les comptes pendant qu'Henri s'occupe des fournisseurs. Il dort dans la chambre du fond, celle qui donne sur la ruelle où les chats errants se battent la nuit. Il entend parfois, à travers les murs trop fins, la vie conjugale de son frère.
Ces nuits-là, il boit du vin rouge seul, pas assez pour être ivre, juste assez pour anesthésier ce qui brûle dans sa poitrine. Hélène tombe enceinte rapidement. Mais à 3 mois, elle perd le bébé. Henri la blâme secrètement, murmurant qu'elle travaille trop à l'épicerie. Louis voit la douleur dans les yeux d'Hélène et ne peut rien dire. Il ne peut que préparer du café, ranger les étagères, être présent sans jamais toucher. Les médecins de famille de cette époque notent dans leur correspondance des cas fréquents de mélancolie masculine non diagnostiquée. Des hommes qui s'éteignent lentement, sans que personne ne comprenne pourquoi. En 1936, Hélène donne naissance à Élise. Puis, en 1939, à Marc. Louis devient l'oncle dévoué. Il leur apprend à lire, leur raconte des histoires le soir quand Henri est fatigué. Il cultive un petit jardin derrière la maison, créant des variétés rares de roses qui deviennent sa seule forme de beauté permise. Mais chaque fois qu'Élise l'appelle tonton Louis et court vers Henri en criant « Papa », quelque chose se brise un peu plus à l'intérieur. Les gens du village commencent à poser des questions. Quand est-ce que Louis va se marier? Il a déjà 35 ans. 3 femmes convenables manifestent de l'intérêt. Marguerite, la fille du pharmacien. Thérèse, la veuve du postier. Simone, la couturière qui rit fort et sent la lavande. Louis les refuse toutes avec une politesse glaciale. Il ne peut pas expliquer que son cœur est occupé par une femme qu'il voit chaque jour au petit déjeuner et qu'il ne touchera jamais. Henri ne remarque rien. Il est trop absorbé par l'expansion du commerce, par les chiffres, par prouver au village qu'un fils de cheminot peut réussir. Il traite Hélène avec une possession distraite. Ma femme, ma maison, mes enfants, comme des actifs dans un bilan comptable. Il ne voit pas le regard qu'elle échange parfois avec Louis au-dessus de la table du dîner, ce regard qui ne dit rien et dit tout. Puis vient 1940. L'Allemagne envahit la France. Les mobilisations commencent. Henri, 44 ans, est appelé au front. Le jour de son départ, il serre Louis dans ses bras et murmure une phrase qui deviendra le poids moral le plus lourd que Louis portera jamais. « Protège-les. Promets-moi que ma famille ne manquera de rien. » Louis promet. Et cette promesse devient sa prison dorée pour les 5 années les plus longues de sa vie. L'occupation transforme Angers en ville de peur. Les soldats allemands patrouillent dans les rues pavées où Louis et Hélène font la queue pour le pain rationné. Les archives nationales révèlent que 60% des familles françaises ont participé au marché noir pour survivre. Et l'épicerie Delaunay ne fait pas exception. Louis négocie avec des fournisseurs douteux, pendant qu'Hélène cache de la nourriture sous le plancher pour la revendre discrètement. C'est une survie qui salit les mains et use l'âme. Les nuits de couvre-feu sont les plus dangereuses. Pas à cause des soldats, mais à cause du silence forcé qui les enferme ensemble dans la maison trop petite. Hélène dort dans la chambre conjugale devenue trop grande pour une seule personne. Louis reste dans la sienne, à 2 mètres de couloir qui ressemblent à un abîme moral. Il compte les lattes du plafond. Il récite mentalement des listes de provisions. Tout pour ne pas penser à elle seule derrière cette porte. Les lettres d'Henri arrivent sporadiquement. Des mots brefs, censurés par l'armée, qui ne disent rien de la vraie guerre. Hélène les lit à voix haute aux enfants, mais Louis voit ses mains trembler sur le papier fin. Il voit les larmes qu'elle retient jusqu'à ce qu'Élise et Marc soient couchés. Puis elle s'effondre sur la table de la cuisine et pleure en silence, le visage dans les mains. Un soir de février 1943, après une descente de soldats dans la rue, Hélène ne peut plus. Elle s'assoit sur le sol de la cuisine, le dos contre le mur froid, et sanglote en disant qu'elle ne supporte plus, qu'elle a peur de ne jamais revoir son mari, que les enfants demandent chaque jour où est papa, et elle ne sait plus quoi répondre. Louis s'agenouille à côté d'elle. Il ne touche pas. Il reste là, à 30 centimètres, les mains tremblantes sur ses propres genoux. Hélène lève les yeux. Dans la pénombre de cette cuisine éclairée par une seule bougie, leurs regards se croisent. Pendant un instant qui dure une éternité, le monde pourrait basculer, elle pourrait se pencher, il pourrait tendre la main. Tout ce qui les sépare, c'est 30 centimètres, et une promesse faite à un frère qui se bat quelque part en Belgique. Mais Louis recule. Il se lève si brusquement qu'il renverse une chaise. Il sort de la cuisine, monte l'escalier,
s'enferme dans sa chambre et passe la nuit assis contre la porte, les poings serrés, répétant comme une prière la phrase qu'il a dite à Hélène avant de fuir. « J'ai promis à mon frère que vous ne seriez jamais seul. » C'est la limite qu'il trace, la ligne qu'il ne franchira jamais, même si elle le détruit lentement. Les cartes de soldats français conservées aux archives nationales révèlent que des milliers d'hommes au front vivaient dans la terreur que leurs femmes ne tombent amoureuses de celui qui restait pour protéger la famille. Henri n'écrit jamais cette peur, mais Louis la sent dans chaque ligne de ses lettres. Prends soin d'eux. Veille sur ma femme. Ne les laisse manquer de rien. Chaque phrase est une chaîne supplémentaire autour du cœur de Louis. Hélène développe des maux de tête chroniques. Elle fume en cachette dans le jardin la nuit. Un vice acquis pendant la guerre quand l'angoisse devenait insupportable. Louis la voit parfois par la fenêtre de sa chambre, une silhouette solitaire dans la pénombre, et sait qu'elle souffre autant que lui, peut-être différemment, mais tout aussi profondément. Il parle peu, les mots sont dangereux, il communique par gestes. Louis répare la porte du garde-manger. Hélène reprise les chaussettes de Louis. Il laisse du café chaud sur la table le matin. Elle pose une couverture supplémentaire sur sa chaise le soir. C'est un langage d'amour muet, celui qu'on peut avoir quand les mots risqueraient de tout détruire. Les enfants grandissent dans cette atmosphère étrange. Élise, maintenant 8 ans, remarque que sa mère sourit différemment quand tonton Louis raconte des histoires. Marc, 6 ans, demande parfois pourquoi tonton vit avec eux et pas dans sa propre maison avec sa propre femme. Hélène répond que tonton Louis préfère être avec la famille. Elle ne ment pas vraiment. Elle dit juste une vérité incomplète. En 1944, les nouvelles du front deviennent rares. 3 mois sans lettres. Hélène maigrit. Elle dort mal. Louis l'entend marcher dans le couloir la nuit. Un soir, elle frappe doucement à sa porte. Louis ouvre, le cœur battant si fort qu'il croit que tout le quartier peut l'entendre. Hélène tient une lettre froissée. Les larmes coulent sans bruit sur ses joues. Elle tend la lettre à Louis, incapable de parler. C'est une notification officielle. Henri est porté disparu depuis 4 semaines, présumé prisonnier ou mort. Louis lit les mots administratifs, froids, et sent le monde vaciller. Hélène s'appuie contre le cadre de la porte. Elle murmure « S'il est mort, qu'est-ce que je vais faire ?» Louis veut la prendre dans ses bras. Il veut lui dire que tout ira bien, qu'il sera là. Mais il se contente de replier soigneusement la lettre et de dire « Il va revenir ». Henri est fort. Il va revenir. Cette nuit-là, Louis ne dort pas. Il pense à ce que signifierait la mort d'Henri. Hélène veuve, lui libre d'aimer ouvertement. Puis il se déteste pour avoir eu cette pensée, même une seconde. Il sort le cahier caché sous son matelas et écrit pour la 1000e fois. Pas comme ça. Jamais comme ça. Avant de brûler la page dans le lavabo. 6 semaines plus tard, une lettre arrive. Henri est vivant. Prisonnier dans un camp en Allemagne, mais vivant. Hélène pleure de soulagement. Louis pleure aussi, seul dans le jardin, parce qu'il réalise qu'une partie de lui espérait ne jamais recevoir cette lettre. C'est la honte la plus profonde qu'il ait jamais ressentie. Il ira se confesser au père Dubois, racontant tout sauf le nom, et le prêtre lui dira que le péché du cœur n'est péché que s'il devient acte. Louis ne sait pas si cela le console ou l'emprisonne davantage. La guerre finit en mai 1945. Henri rentre en juillet, maigre, durci, les yeux vides de quelqu'un qui a vu trop d'horreur. Il embrasse Hélène sur le front, serre les enfants, tape l'épaule de Louis et dit « Tu as tenu ta promesse. Merci. » Puis il monte se coucher sans demander comment ils ont vraiment survécu. Quel sacrifice Hélène a fait. Combien de nuits Louis est resté éveillé à protéger une maison qui n'était pas la sienne, pour des gens qu'il aimait trop. Henri revient changé. Les lettres de soldats conservées aux archives nationales témoignent que la majorité des hommes revenus de captivité souffraient de troubles non traités, des cauchemars, une irritabilité constante, une incapacité à parler de ce qu'ils avaient vécu. Henri devient obsédé par le travail. Il veut agrandir l'épicerie, ouvrir une 2e boutique, prouver au village qu'un ancien prisonnier peut encore réussir. Il travaille 16 heures par jour. Il dort peu. Il crie parfois sur les enfants pour des riens. Hélène redevient l'épouse silencieuse.
Elle sert les repas, éduque les enfants, sourit quand il faut sourire. Mais Louis remarque les cernes sous ses yeux. La façon dont elle sursaute quand Henri claque une porte. Comment elle fume maintenant 2 cigarettes par jour dans le jardin, au lieu d'une. L'intimité conjugale est devenue mécanique. Un devoir accompli sans joie. Hélène ne le dit jamais, mais Louis le comprend dans la façon dont elle évite de regarder Henri le matin. Louis reste. Il gère la comptabilité que son frère néglige. Il négocie avec les fournisseurs pendant qu'Henri rêve d'expansion impossible. Il corrige les erreurs financières en secret pour que son frère ne perde pas la face devant les banquiers. Il devient indispensable, et c'est précisément pour cela qu'il devient invisible. Henri ne le voit plus comme un homme, seulement comme une fonction. Le frère qui n'a jamais quitté la maison. Le célibataire sans vie propre. L'ombre pratique. Les recensements de 1946 montrent que 15% des hommes entre 30 et 45 ans sont restés célibataires après-guerre en France, souvent pour des raisons jamais avouées. Louis fait partie de cette statistique. À 40 ans, il refuse encore les propositions. Madame Beaumont, la postière veuve, lui apporte des tartes chaque dimanche. Il la remercie poliment et ne rappelle jamais. Quand elle demande pourquoi, il répond que l'épicerie et ses neveux lui donnent assez de travail. C'est un mensonge qui devient vérité à force d'être répété. Les enfants grandissent en voyant leur oncle comme un deuxième père, celui qui a le temps de les écouter pendant qu'Henri compte les recettes. Élise, maintenant 12 ans, aime s'asseoir avec Louis dans le jardin pendant qu'il taille ses roses. Elle lui pose des questions sur les livres, sur le monde au-delà d'Angers. Louis lui parle de Paris, des théâtres, des choses qu'il a lues mais jamais vécues. Marc, 10 ans, préfère aider son oncle à l'épicerie, apprenant à tenir les comptes avec une patience que son père n'a jamais. Hélène observe tout cela avec un mélange de gratitude et de culpabilité. Elle voit Louis vieillir sans vivre. Elle le voit refuser le bonheur comme une pénitence choisie. Parfois, très rarement, leurs regards se croisent au-dessus de la table du dîner, et elle voit dans ses yeux une question qu'il ne posera jamais. Pourquoi? Pourquoi continuer à vivre comme ça? Elle détourne toujours les yeux en premier parce qu'elle ne peut pas répondre sans tout détruire. L'été 1947 arrive avec sa chaleur lourde qui fait vibrer l'air au-dessus des toits de pierre. Henri décide qu'il est temps d'immortaliser le succès familial. L'épicerie va bien. Ils ont 2 enfants en bonne santé. Ils ont survécu à la guerre. Les photographies itinérants parcourent les villages à cette époque, offrant aux familles de la classe moyenne provinciale une chance de fixer leur ascension sociale sur papier. Henri engage Monsieur Levasseur, photographe réputé, pour un portrait dimanche matin devant la maison familiale. Louis ne veut pas être sur la photo. Il invente une excuse, un rendez-vous avec un fournisseur, n'importe quoi. Mais Henri insiste. Tu fais partie de cette famille. Tu dois être là. Hélène ne dit rien, mais Louis voit dans son regard une prière silencieuse. Reste. Ne pars pas. Alors il reste, comme toujours. Le dimanche, il se prépare. Henri met son costume sombre, celui acheté avant-guerre qui tire maintenant un peu aux épaules. Hélène porte une robe simple, bleue, avec un col blanc qu'elle a cousu elle-même. Elle a développé un talent pour la couture pendant la guerre et vend maintenant discrètement des pièces aux femmes du village. Un revenu secret qui lui donne une indépendance minuscule, mais précieuse. Les enfants sont brossés, coiffés, intimidés par l'importance du moment. Louis descend en dernier. Il a passé une demi-heure à nouer sa cravate, les mains tremblantes. Il sait que cette photo restera, que dans 50 ans, quelqu'un regardera ce cliché et verra une famille normale. Personne ne verra le tremblement intérieur. Personne ne verra l'homme qui aime en silence depuis 17 ans. Monsieur Levasseur installe son trépied devant la maison de pierre, architecture typique du XVIIIe siècle qu'on trouve partout à Angers. Il positionne la famille selon les conventions de l'époque. Le père au centre, figure d'autorité, la mère à côté, légèrement en retrait. Les enfants devant, accrochés aux jupes maternelles. Et l'oncle célibataire? Monsieur Levasseur hésite. Mettez-vous là, derrière, près de la porte. Oui, comme ça. Louis se place dans l'ombre du cadre de porte. Il croise les mains derrière le dos.
Ce n'est pas le photographe qui le lui demande. C'est un geste qu'il fait instinctivement, comme s'il se forçait à ne toucher à rien, à ne revendiquer aucune place dans ce tableau familial. Il est là, mais il n'est pas là. Visible et invisible à la fois. Henri met sa main sur l'épaule d'Hélène, un geste possessif qui ne ressemble pas à de la tendresse. Ma femme, ma famille, mon succès. Hélène sourit, ce sourire contrôlé qu'elle a perfectionné au fil des années. Celui qui dit « tout va bien » sans que ce soit vraiment vrai. Les enfants se tiennent sages, impressionnés par la gravité du moment. Monsieur Levasseur disparaît sous le tissu noir de son appareil. Ne bougez plus. 1, 2, 3. Le clic du déclencheur fige ce mensonge parfait. Une famille heureuse de la classe moyenne française. Post-guerre, prospère, unie. Personne ne voit les fissures. Personne ne voit l'homme dans l'ombre qui retient son souffle, qui compte mentalement pour ne pas penser, qui serre ses propres poignets derrière son dos jusqu'à ce que ça fasse mal. Après la photo, il rentre prendre le déjeuner dominical. Hélène a préparé un pot-au-feu. Henri parle de ses projets d'expansion. Les enfants se chamaillent. Louis mange en silence, comme toujours. À un moment, Hélène lui passe le sel. Leurs doigts se frôlent une seconde. Elle retire sa main rapidement, comme si elle avait touché quelque chose de brûlant. Louis ne lève pas les yeux de son assiette. Henri ne remarque rien. Il ne remarque jamais rien. Les années passent comme de l'eau qui s'écoule lentement. 1950, 1955, 1960. Louis vieillit dans l'ombre. Ses cheveux grisonnent aux tempes. Ses mains développent ces taches brunes que portent les hommes qui ont trop travaillé. Il porte des lunettes maintenant pour lire les registres de comptabilité. À 55 ans, il ressemble à un vieillard fatigué, alors que d'autres hommes de son âge ont des petits-enfants et des souvenirs de jeunesse vécue. Henri ouvre effectivement une deuxième épicerie, puis une troisième. Il devient un notable local, membre de la chambre de commerce, invité aux réceptions municipales. Il parle fort dans les cafés, claque les épaules des autres commerçants, se vante de sa réussite. Mais chez lui, il est distant, irritable, obsédé par les chiffres. Il traite Hélène comme une possession, ma maison, mes enfants, mon empire, des actifs dans un bilan qui lui prouve qu'il a vaincu la pauvreté de son enfance. Hélène vieillit avec une grâce triste. À 50 ans, elle apprend le piano, réalisant enfin un rêve retardé de 30 ans. Elle rejoint un groupe de femmes qui se soutiennent, veuves et épouses fatiguées qui partagent leur silence autour du thé. Elle cultive son jardin d'herbes médicinales, aide les voisins malades, trouve des petites joies dans les marges d'une vie qui n'a jamais été vraiment la sienne. Quand des amis lui demandent si elle est heureuse, elle répond toujours la même chose. J'ai eu de la chance, et c'est vrai, dans un sens tordu. Elle aurait pu avoir pire. Louis continue. Il corrige les erreurs de son frère. Il console Hélène quand Henri est cruel. Il écoute les problèmes des enfants devenus adultes. Élise se marie en 1958. Marc part étudier à Paris en 1960. Louis est là pour tous les moments importants. Toujours en retrait, toujours nécessaire, mais jamais central. Les diaires d'époque documentent ces vies d'hommes qui s'effacent, qui deviennent des fantômes dans leur propre existence. Nécessaires mais jamais vraiment vus. Puis vient l'hiver 1963. Henri a 68 ans. Il se plaint de douleurs à la poitrine depuis des mois, mais refuse de consulter un médecin parce que les hommes forts ne se plaignent pas. Un matin de janvier, il s'effondre derrière le comptoir de l'épicerie. Crise cardiaque massive. On le transporte à l'hôpital Saint-Louis d'Angers. Les médecins sont clairs. Son cœur est usé. Il lui reste peut-être des semaines, peut-être des jours. La famille se réunit à l'hôpital. Élise arrive de Lyon avec ses 2 enfants. Marc rentre de Paris. Hélène passe les nuits sur une chaise inconfortable dans le couloir. Louis reste aussi silencieux, apportant du café, gérant les détails pratiques que personne d'autre ne pense à gérer. Henri dérive entre morphine et sommeil. Quand il est conscient, il ne parle presque pas. Il serre juste la main d'Hélène avec une force désespérée qui dit tout ce qu'il n'a jamais su exprimer autrement. Un après-midi, Hélène sort pour parler avec le médecin. Marc est descendu fumer. Henri dort, sa respiration sifflante rythmant le temps qui s'écoule. Dans la salle d'attente aux murs verts délavés,
Il ne reste que Louis et Élise. Elle a 32 ans maintenant, mariée, mère de famille, une femme qui a hérité de la lucidité tranquille de sa mère. Elle observe son oncle depuis 1 heure, cet homme de 58 ans qui n'a jamais vécu, qui s'est usé à protéger une famille qui n'était pas la sienne. Élise se penche vers lui. Sa voix est douce mais directe. « Tonton, pourquoi vous n'êtes jamais parti? Pourquoi vous ne vous êtes jamais marié? Pourquoi vous n'avez jamais pensé à votre propre vie ?» Louis essaie de détourner la conversation. Il marmonne quelque chose sur la famille, les responsabilités. Mais Élise ne lâche pas. Elle pose sa main sur celle de son oncle. « S'il vous plaît, je suis assez grande maintenant pour comprendre. Dites-moi la vérité. » Quelque chose se brise dans Louis à ce moment-là. Peut-être est-ce l'épuisement de 40 ans de silence. Peut-être est-ce la mort imminente de son frère qui rend tout cela soudainement inutile. Peut-être est-ce simplement qu'il n'a plus la force de porter seul ce poids invisible. Il regarde Élise et voit dans ses yeux une compréhension qui l'autorise enfin à parler. Pas pour se justifier, pas pour demander pardon, juste pour laisser un témoignage propre avant que tout s'efface. Il parle à voix basse, les yeux fixés sur le sol de linoléum gris. Il raconte comment il a rencontré Hélène en premier, comment il parlait de livres au comptoir de la boulangerie, comment il a senti son monde basculer quand Henri a annoncé leur fiançailles. Il explique la décision qu'il a prise le soir du mariage. Cette promesse à lui-même de ne jamais détruire son frère. Il décrit la guerre, les nuits impossibles où il se forçait à rester dans sa chambre alors qu'Hélène pleurait seule. Il avoue le moment en 1943 où il aurait pu tout faire basculer, mais a choisi de reculer. « Je l'ai aimée avant ton père », murmure-t-il. « Je l'ai aimée quand elle riait. Je l'ai aimée quand elle a dit oui à Henri. Je l'ai aimée pendant la guerre quand elle avait peur. Je l'ai aimée en vous voyant grandir, sachant que vous n'étiez pas mes enfants. J'ai aimé jusqu'à ce que ça fasse tellement mal que j'ai pensé disparaître. Mais je suis resté parce que c'était la seule façon de l'aimer sans la détruire. Je ne l'ai jamais touchée, Élise. Le péché était seulement le mien, ici, dans ma poitrine. L'amour était ma punition et mon choix. Ce que j'ai fait de bien dans ma vie, c'est de vous avoir aimé sans rien exiger. Le silence qui suit est long. Élise ne retire pas sa main. Elle ne recule pas. Elle sent les larmes monter mais les retient parce que son oncle mérite mieux que de la pitié. Elle comprend soudain tout. Les dimanches où Louis disparaissait quand ses parents dansaient. Les refus de mariage. La façon dont sa mère regardait son oncle avec une tendresse différente de celle qu'elle avait pour son mari. Comment elle n'a jamais vu? Comment personne n'a vu? Vous n'avez pas péché, tonton, finit-elle par dire. Vous avez aimé de la seule façon que le monde vous permettait. Élise serre la main de Louis dans les siennes. Puis elle fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait depuis qu'elle est adulte. Elle se lève et embrasse son oncle sur le front, comme on embrasse un père. Louis ferme les yeux et sent quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Quelque chose qui était serré depuis 1935. Ce n'est pas du bonheur, c'est autre chose, une forme de paix qu'il ne connaissait pas. Élise fait une promesse à son oncle ce jour-là. Cette vérité ne deviendra ni scandale ni honte. Elle sera gardée comme ce qu'elle est vraiment. Un témoignage de loyauté douloureuse, pas de trahison. Louis hoche la tête, épuisé mais soulagé d'une façon qu'il ne savait pas possible. Quelqu'un sait enfin. Quelqu'un comprend. Ce n'était pas en vain. Henri meurt 4 jours plus tard. Il s'éteint un matin brumeux de janvier, la main d'Hélène dans la sienne, sans avoir jamais su que son frère portait un secret qui pesait plus lourd que toutes les marchandises jamais transportées dans leur épicerie. Pour le village, la mort d'Henri Delaunay est celle d'un notable respecté, un homme qui a bâti un petit empire commercial à partir de rien. Les obsèques sont dignes. L'église est pleine. Le maire fait un discours. Louis se tient au fond comme toujours, les mains croisées derrière le dos. Après l'enterrement, la famille se réorganise. Marc reprend la gestion des épiceries. Hélène, maintenant veuve à 55 ans, ne pleure pas autant qu'on pourrait l'attendre. Elle pleure un mari qu'elle a respecté, avec qui elle a partagé 30 ans de vie, mais pas l'amour de sa vie. C'est une tristesse complexe, faite de culpabilité, de soulagement,
et d'un deuil pour ce qui n'a jamais été. Élise remarque quelque chose de subtil. Sa mère regarde Louis différemment maintenant. Pas avec passion, pas avec romance, mais avec une reconnaissance profonde, presque sacrée, comme on regarde quelqu'un qui a porté un fardeau à votre place sans que vous ne le demandiez. Hélène ne sait pas exactement ce que Louis a confessé à Élise, mais elle l'intuitionne. Dans cette zone grise du cœur où vivent les vérités qu'on préfère ne pas nommer, elle comprend qu'il y a eu de l'amour. Un amour qui a choisi de se taire plutôt que de détruire. Les mois passent. Louis continue de vivre dans la maison familiale avec Hélène. Les gens du village murmurent un peu. Ce n'est pas convenable qu'une veuve et son beau-frère vivent ensemble. Mais personne n'ose vraiment critiquer. Louis a toujours été là. Il fait partie des murs. Hélène décide qu'elle se moque de ce que pensent les voisins. Pour la première fois de sa vie, elle choisit ce qu'elle veut plutôt que ce qui est attendu. Si cela la rend heureuse d'avoir Louis près d'elle pour prendre le café le matin et discuter de livres le soir, alors tant pis pour les convenances. Ils ne deviennent pas amants. Ils ne se marient pas. Cette histoire n'est pas un conte de fées. Mais quelque chose change. Ils parlent plus. Ils riment parfois. Louis joue du piano pendant qu'Hélène coude. Elle commande ses roses. Il goûte ses tartes. C'est une intimité simple, celle qu'ils auraient peut-être eue s'ils avaient eu 30 ans de moins et un monde différent. Ce n'est pas le grand amour romantique. C'est quelque chose de plus tranquille, de plus vrai. Une tendresse de fin de vie entre deux personnes qui se sont protégées mutuellement sans jamais se posséder. Louis vieillit doucement. À 60 ans, il ralentit. Ses mains tremblent davantage. Il marche plus lentement. Mais il sourit plus aussi, d'un sourire qui n'est plus forcé. Élise vient le voir chaque dimanche avec ses enfants. Elle raconte à ses propres enfants que leur grand-oncle Louis est un homme bon qui a aimé sa famille plus que lui-même. Elle ne dit pas plus, pas encore. Ils sont trop jeunes. Mais un jour elle leur dira, pas comme un secret honteux, comme une leçon. Un soir d'automne 1966, Louis s'assoit dans son fauteuil préféré, celui près de la fenêtre qui donne sur le jardin de roses qu'il a cultivé pendant 40 ans. Il se sent fatigué d'une fatigue qui ne part plus. Hélène prépare du thé dans la cuisine. Il entend le bruit familier de la bouilloire, des tasses qu'on sort, des gestes quotidiens qui ont rythmé leur vie ensemble, sans jamais vraiment l'être. Il ferme les yeux et pense qu'il a eu une bonne vie, finalement. Pas celle qu'il avait imaginée, mais une vie qui avait du sens. Une vie où il a aimé pleinement, même si différemment. Louis meurt dans son sommeil cette nuit-là. Crise cardiaque paisible. Il avait 61 ans. Hélène le trouve le matin, assis dans son fauteuil comme s'il dormait. Elle ne crie pas. Elle s'assoit à côté de lui et pleure enfin toutes les larmes qu'elle a retenues pendant 30 ans. Elle pleure pour l'homme qu'il a aimé sans la toucher. Elle pleure pour la vie qu'ils n'ont pas eue. Elle pleure pour le sacrifice silencieux qui a permis à sa famille de rester intacte. Les funérailles de Louis sont simples. Moins de monde que pour Henri. Juste la famille, quelques amis fidèles, les familles pauvres qu'il a aidées en secret pendant des années sans que personne ne le sache. Le père Dubois, maintenant très âgé, fait l'éloge funèbre. Il parle d'un homme qui a aimé sans égoïsme, qui a servi sans demander reconnaissance, qui a été le pilier invisible d'une famille, qui ne s'est jamais effondré grâce à lui. Avant de fermer le cercueil, Hélène fait quelque chose que personne n'attendait. Elle coupe une rose rouge du jardin que Louis cultivait, cette variété rare qu'il avait créée et qu'il n'avait jamais nommée. Elle la pose sur la poitrine de Louis. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin. Tout le monde comprend que cette rose dit ce que les mots ne peuvent pas. Merci. Pardon. Je savais. Je comprenais. Tu n'étais pas invisible pour moi. Élise tient sa promesse. Quelques années plus tard, quand ses enfants sont assez grands, elle leur raconte l'histoire de leur grand-oncle Louis. Elle ne la raconte pas comme un scandale. Elle la raconte comme un exemple de ce qu'est l'amour véritable. Elle explique que parfois, aimer signifie protéger, même au prix de son propre bonheur, que l'honneur n'est pas toujours visible, que les héros ne portent pas toujours de médailles, que Louis a aimé une femme toute sa vie sans la détruire, et que c'est peut-être la plus grande preuve d'amour qui existe. La photographie de 1947 reste dans la famille.
Elle passe de génération en génération. Maintenant, quand les arrière-petits-enfants regardent ce cliché en noir et blanc, ils ne voient plus un Thio célibataire dans l'ombre. Ils voient Louis Delaunay, l'homme qui a aimé en silence pendant 40 ans, qui a choisi l'honneur plutôt que la passion, qui a prouvé qu'aimer ne signifie pas toujours posséder. Sa silhouette dans le cadre de porte, les mains croisées derrière le dos, n'est plus un détail marginal. C'est le cœur même de cette image. Hélène vit jusqu'à 82 ans. Avant de mourir, elle demande à Élise de placer dans son cercueil 2 choses. La photographie de 1947 et une rose séchée du jardin de Louis. Élise comprend et obéit. Quand Hélène est enterrée à côté d'Henri, selon les convenances, personne ne sait qu'elle porte sur son cœur l'image d'un amour qui a duré toute une vie sans jamais devenir scandale. Aujourd'hui, la famille Delaunay garde la photo originale dans une boîte en bois sculpté, transmise avec l'histoire complète. Ce n'est pas un secret honteux. C'est un héritage. Une leçon sur ce que signifie vraiment aimer. Louis a prouvé qu'il est possible d'aimer profondément, sans jamais franchir la ligne. De souffrir en silence sans devenir amer. D'être invisible, et pourtant essentiel. Son amour n'a pas eu de baiser. Il n'a pas eu de serment échangé. Mais il a eu quelque chose de plus rare. Il a eu l'honneur. Et parfois, l'honneur est la forme la plus pure de l'amour. Avant de conclure, souvenez-vous, certaines histoires, même fictionnelles, révèlent des vérités que la vie réelle cache souvent. L'amour silencieux de Louis Delaunay nous rappelle que le courage ne réside pas toujours dans les grands gestes, mais parfois dans la retenue. Aimer sans posséder, protéger sans être vu, c'est aussi une forme de noblesse. Il nous enseigne que le véritable honneur, c'est de choisir la loyauté même quand le cœur brûle. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Louis? Pensez-vous qu'il ait eu raison de se taire si longtemps? Croyez-vous qu'un amour non vécu puisse être aussi fort qu'un amour partagé? Ces questions n'ont pas de réponse unique. Elles nous renvoient à nos propres silences, à nos propres choix. Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « honneur » dans les commentaires pour que je sache que vous avez ressenti cette histoire. Dites-moi aussi de quelle ville vous venez. La France est faite de tant de mémoires différentes. Et si vous connaissez une vieille histoire de votre famille, une histoire d'amour, de secret ou de loyauté oubliée, racontez-la nous. Peut-être inspirera-t-elle une prochaine histoire du canal. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits humains. Touchez le cœur pour liker, activez la cloche pour ne rien manquer, et cliquez sur la carte à la fin pour voir la prochaine histoire. Parce qu'au fond, ce que nous racontons ici, ce sont moins des drames que des miroirs de ce que nous aurions pu vivre ou aimer autrement.